Alors, bonjour à tous. Merci pour ce silence qui s'est installé de lui-même. Pardon. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Bienvenue aussi à ceux qui sont, je l'ai compris tout à l'heure, à la maison. Alors, merci de votre participation. Alors, moi, mon nom est Lynne Boileau. Je suis coordonnatrice du Carrefour de la réussite au collégial et je fais partie du conseil d'administration du CETREC. Alors, j'ai quelques consignes à vous donner pour les participants. Donc, lorsque vous aurez des questions à poser, parce qu'il y aura période de questions, vous devez vous présenter au micro. Madame Borges a reçu exactement aussi la même consigne. C'est pour faciliter que les personnes en web diffusion puissent nous entendre. Et pour les personnes en web diffusion, il y a une section clavardage. Vous pourrez y inscrire des questions qui me seront communiquées et moi, je les communiquerai à notre conférencière. Alors donc, Madame Borges a 45 minutes, elle est déjà préoccupée par le temps. C'est fou quand on est dans une journée comme celle-là, c'est comme si le temps était finalement plus présent dans notre relation aux activités. Alors, 45 minutes donc pour vous présenter son propos et vous aurez une quinzaine de minutes donc pour une période de questions. Alors, Madame Cécilia Borges est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Elle est responsable du programme de formation pratique du baccalauréat en éducation à la santé. Elle enseigne la gestion de classe au département de psychopédagogie et andragogie et supervise des stagiaires en formation initiale. D'origine brésilienne, Madame Borges a effectué sa formation professionnelle au Brésil. Avant de devenir professeure à l'Université de Montréal, elle a été pendant 10 années professeure au département d'enseignement de la Faculté d'éducation de l'Université fédérale de Pelotas au Brésil, où elle enseignait la méthodologie de l'enseignement et supervisait des stagiaires. Au Brésil, elle a également enseigné au primaire et dans des cliniques sportives. Alors, Madame Borges, je vous laisse vos 45 minutes de présentation. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour le son? Merci. J'aimerais initialement remercier l'invitation des organisateurs de ce colloque pour participer dans cette conférence. Pour moi, c'est un honneur et aussi c'est un défi parce que parler sur la collaboration et les temps, c'est un thème que je chéris beaucoup pour l'avoir étudié dans mes travaux précédents. Notamment, quand je suis arrivée au Québec, l'une des premières recherches que j'ai réalisées, c'était sur l'intégration par les enseignants du secondaire de la réforme des programmes. Donc, à l'époque, c'était 2002-2003, et sous la supervision de M. Lessard ici. Et l'un des thèmes qui était déjà au cœur de cette recherche, c'était la collaboration enseignante dans le contexte de l'appropriation des programmes. Un deuxième élément qui me fait aussi, qui attire mon intérêt par la question de la collaboration, est aussi le fait que depuis quelques années, j'ai eu le plaisir et les défis d'animer deux communautés d'apprentissage. Une communauté d'apprentissage sur les saines habitudes de vie dans le cadre du chantier 7, où j'accompagnais un groupe d'enseignants en éducation physique à la santé dans l'appropriation justement des compétences de promotion des saines habitudes de vie pour les développer chez les élèves. Cette communauté elle a duré 3 ans. Finalement, plus récemment, j'ai suivi un groupe avec d'autres collègues. J'ai co-animé une communauté d'apprentissage plus un accompagnement à une cinquantaine d'enseignants, des jeunes enseignants débutants en insertion professionnelle. Donc, c'est un thème que je chéris beaucoup et que j'aurai le plaisir de m'entretenir avec vous ce matin. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais, donc après ces repères de pourquoi mon intérêt, j'aimerais aussi préciser que cette présentation serait structurée en 6 parties.
en espérant que je puisse rentrer dans les temps. Donc, la première, je situerai mes propos par rapport à la collaboration et aux communautés d'apprentissage, donc mon point de départ. Dans un deuxième temps, j'aborderai l'émergence des formes collaboratives du travail enseignant, en montrant qu'il découle d'une évolution structurelle de l'école. Dans un troisième temps, je traiterai des différentes conceptualisations pour désigner le travail enseignant sous la forme collaborative. Dans un troisième, je présenterai les bénéfices et les inconvénients des formes collaboratives du travail enseignant. Dans un quatrième, je présenterai l'ensemble des facteurs qui nuisent ou qui favorisent les formes de collaboratives au travail. Et je terminerai par quelques pistes de réflexion, notamment celles liées au temps, en rapport aux formes collaboratives de travail. Vous avez compris, gardez à l'esprit d'ailleurs que la question du temps, elle va traverser donc la présentation, bien qu'elle soit traitée plus dans les défis, dans les inconvénients et dans les aspects qui favorisent la collaboration. D'entrée de jeu, cependant, il me semble qu'il est essentiel de situer mes propos. Donc, les points de vue adoptés dans cette présentation. Je ferai l'usage, vous avez déjà aperçu probablement, de l'expression forme de travail collaborative, forme collaborative du travail enseignant, pour désigner les différentes formes de collaboration entre enseignants et autres acteurs du milieu scolaire. Car ceci permettra d'éviter un certain nombre de confusions, mais renverra aussi au cadre d'analyse sur lesquels je m'appuie. De plus, en m'appuyant sur un certain nombre d'analyses systématiques de la documentation scientifique, je m'attarderai notamment aux formes de travail collaboratif enseignant hors classe. Et ceci est important parce que ça se distingue du travail en mentorat, du travail en tutorat ou du co-enseignement. Ce sont des formes collaboratives qui impliquent plus de 2 personnes. Ces précisions sont importantes puisque aujourd'hui nous constatons un important engouement par les communautés de pratique ou par les pratiques collaboratives. À un tel point que selon les théories auxquelles on s'attache, soit celle de l'apprentissage, soit celle des organisations, soit celle de la sociologie du travail, on parlera des communautés d'apprentissage, communautés de pratique, communautés apprenantes, apprentissage collaboratif, apprentissage en réseau, travail partagé, travail collaboratif, coopération, communauté épistémique, et j'en passe. Donc ainsi, comme je disais, je vais utiliser toujours la forme travail collaboratif ou forme de travail collaboratif ou forme collaborative de travail enseignant, compris comme une expression plus large qui englobe les activités de collaboration, de coopération, de concertation, des communautés d'apprentissage, des communautés de pratique, et qui bien sûr, chacune de ces formes a sa spécificité, s'attache à l'une ou l'autre de ces courants, qui j'ai mentionné au début, a des bouts différenciés et surtout possède des degrés différents d'interdépendance, pour utiliser une expression des Lito. Ceci me permettra aussi de mettre en lumière mes propres ancrages, car je me situe davantage du côté de la sociologie du travail, qui voit le travail comme une activité sociale, une activité humaine, qui, bien que comportant une dimension individuelle, comporte aussi une dimension collective, ce qui implique le partage des significations, des négociations sur l'essence des situations en interaction de travail. De plus, par sa nature, comme toute activité humaine, on apprend aussi par le travail. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension psychologique du travail renvoyant à des processus mentaux par lesquels on apprend et on construit des schémas d'action et des connaissances qui nous permettent d'agir et de résoudre des problèmes dans différentes situations, voire d'être efficaces dans l'action. Ceci étant clarifié, la question que l'on doit se poser est la suivante. Est-ce que ces différentes formes de travail collaboratif constituent-elles une nouveauté en éducation? Est-ce un effet de mode? Ou bien il s'agit-il d'un changement profond dans le travail enseignant? Et à quoi se doit cet engouement? Rappelons donc certains éléments qui caractérisent le travail enseignant et puis certains repères contextuels qui expliquent l'essor des pratiques collaboratives à l'école. D'entrée de jeu, nous pouvons dire que le travail enseignant, comme toute activité humaine, est un travail collectif.
pas nécessairement collaborative. C'est un travail où plusieurs contribuent à sa mise en œuvre, comme dans une chaîne de montage. En ce sens, l'organisation du travail enseignant a été conçue dès le 19e siècle selon une structure cellulaire où chaque enseignant travaille seul dans sa classe avec son groupe d'élèves. Par des actions coordonnées qui sont réalisées en parallèle ou séquentiellement, mais pas nécessairement en collaboration, les enseignants œuvrent donc isolés dans leur cellule. Malgré tout, une articulation minimale entre eux est nécessaire, ici au moins à deux niveaux, horizontal et vertical. C'est-à-dire, en fonction des ordres d'enseignement, des cycles d'enseignement, des groupes des classes, les enseignants sont obligés de se coordonner dans un même niveau, dans une même discipline ou interniveau. Cette coordination, cependant, elle est structurelle, elle est aussi territoriale au sens d'un espace préalablement délimité, mais aussi au sens des interactions qui s'y jouent et qui lui donnent une forme et un sens. Or, si l'on regarde au fil des temps, des dernières années, plusieurs facteurs ont contribué pour l'émergence des formes collaboratives au travail à l'école. Rappelons quelques éléments contextuels. Initialement, l'augmentation de la démographie scolaire et du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements scolaires. Dans ces contextes où la démographie scolaire augmente, on observe une évolution même du travail enseignant. De l'école uniclasse à l'école multiclasse, de l'école aussi comptant plusieurs classes d'élèves à plusieurs enseignants, de l'école des rangs à l'école urbaine, des petites écoles primaires aux grandes polyvalentes. Par ailleurs, on observe également une évolution de la population scolaire. En plus de la démographie qui augmente, les successives vagues migratoires vont accroître davantage la population des élèves venant d'autres cultures et qui devront faire face à des défis linguistiques importants et d'intégration scolaire. Enfin, l'intégration des élèves ayant un handicap, une difficulté d'adaptation et d'apprentissage exige aussi des enseignants de diversifier leurs approches. N'oublions pas en parallèle à toute cette évolution les différentes réformes, mesures, politiques d'intégration, prenant les structurations d'écoles par cycle d'apprentissage, l'intégration scolaire et la réussite du plus grand nombre, la reddition des comptes, sans oublier évidemment les réformes des programmes scolaires et les successives adaptations des processus d'évaluation des élèves jusqu'à la définition des progressions des apprentissages. Enfin, découlant de ces dernières, des nouvelles formes d'organisation dans les établissements scolaires émergent, misant sur le leadership des directions d'école, la responsabilisation, la reddition des comptes avec la complexité de l'enseignement et les besoins des populations scolaires. S'accroît aussi les nombres d'acteurs non enseignants, techniciens spécialisés, orthopédagogues, orthophonistes, agents de sécurité et autres, en plus des conseillers pédagogiques, des personnes ressources, des parents, mais aussi des membres de la communauté qui doivent de plus en plus participer et contribuer et travailler avec les enseignants et avec lesquels les enseignants doivent transiger. Or, tous ces facteurs mettent en évidence une complexification du travail enseignant. En ce sens, l'enseignant ne peut plus travailler seul. On ne peut plus concevoir le travail de l'enseignant solitaire dans sa classe. Pour assurer la progression des apprentissages, l'enseignant s'y doit de coordonner son travail avec les enseignants d'autres cycles d'enseignement, articulation verticale, mais aussi avec les partenaires du même cycle ou de la même discipline. Pour assurer l'intégration des élèves immigrants ou la réussite de tous les élèves, y inclut ceux ayant une difficulté d'adaptation scolaire et sociale, l'enseignant se doit de coordonner avec différents acteurs qui œuvrent au milieu scolaire, tels les techniciens spécialisés, les orthopédagogues, les orthophonistes que j'ai déjà mentionnés, en plus des familles et de la communauté. Pour assurer l'articulation des différents domaines de connaissances, il se doit de travailler avec des enseignants d'autres disciplines et chercher à développer des recoupements interdisciplinaires. Pour soutenir le développement du projet pédagogique à l'école, il se doit de travailler en concertation avec plusieurs autres acteurs du milieu scolaire, selon leur degré d'implication dans les projets éducatifs. Ces concertations ou ces coordinations ou collaborations dépassent l'équipe école, s'élargissent parfois à la communauté, à l'école, à d'autres commissions scolaires. Elles peuvent aussi impliquer l'université, le ministère de l'Éducation, différents centres ou organismes sociaux.
Sur un autre angle, plus conceptuel, comme j'ai mentionné au début, plusieurs théories viennent soutenir l'apprentissage et les approches collaboratives. Donc, nous regardons autour de ces théories plusieurs points en commun, une convergence des points en commun parmi plusieurs théories, qui soient de l'apprentissage, apprentissage social ou qui soient des organisations. Ces points en commun sont de déplacer les centres de gravité de la cognition individuelle de sujets épistémiques, piagétiens, vers les sujets collectifs interactifs engagés dans des relations avec autrui, mais aussi avec un environnement socio-culturel. On retient aussi de ces théories que l'apprentissage est un processus interactif, un processus social et culturel, qu'on apprend à l'intérieur d'un groupe en participant à une communauté, même de façon périphérique, dirait Wenger. Qu'on apprend en situation, car les savoirs sont inséparables des situations et des interactions sociales. Par ailleurs, d'autres domaines dans les champs des organisations, comme le management, soutiennent aussi les processus d'apprentissage à l'intérieur des organisations. Les auteurs soulèvent cependant les besoins de les rendre publics, car les savoirs et les compétences de chacun, souvent du domaine du privé, de l'expertise privée et pas toujours explicitée, doivent alimenter l'expérience collective et renforcer l'organisation. D'où l'intérêt du développement de la réflexivité, du partage du savoir tacite, même pour celui qui les possède, à l'intérieur des groupes, des projets collectifs, des communautés qui cherchent ensemble à solutionner des problèmes complexes. En ce sens, une communauté de pratiques, un groupe de travail collaboratif, un groupe de co-développement contribue autant à l'explicitation qu'au partage du savoir tacite. Et ceci, comme je viens d'expliciter, n'est pas une prérogative du domaine de l'éducation, car plusieurs domaines comme la santé, les services sociaux, les droits publics, les organisations gouvernementales ou non, l'industrie s'aligne dans cette direction. Finalement, avec des courants poussant à l'idée de l'enseignement efficace, ces recherches ont aussi mis en évidence l'effet enseignant et l'effet école, de manière à ce que plusieurs chercheurs et politiques ne cessent de souligner les rôles des enseignants comme l'un des principaux facteurs contribuant à la réussite des élèves. L'école est l'effet établissement qui mise sur l'environnement, mais aussi sur l'efficacité collective et individuelle des enseignants. En ce sens, l'équipe école n'est pas seulement un espace d'échange entre enseignants, mais aussi un lieu d'apprentissage de stratégies efficaces en enseignement. Celles-ci doivent, quant à elles, se baser sur des données probantes de la recherche et assurer un suivi des élèves dans l'établissement afin de contribuer à la réussite de tous. Désolée, j'ai oublié d'avancer le PowerPoint. Donc, en avançant un petit peu, après cette mise en contexte, on s'aperçoit que cette convergence théorique qui existe, sciences d'éducation, dans les mondes des organisations, elle n'empêche un certain éclatement conceptuel et une certaine confusion. En fait, dans une révision systématique sur la collaboration enseignante réalisée par 3 chercheurs belges datant de 2015, cet éclatement des cadres théoriques et concepts a été bien mis en évidence. Ces chercheurs ont fait une recension de plus de milliers d'écrits, finalement, depuis les années 2000, et se sont attardés sur une analyse profonde de 82 études. Et parmi ces 82, il y avait déjà une métasynthèse, une méta-analyse à l'intérieur qu'ils ont pu repérer. Donc, d'ici à la fin de ma présentation, pour donc présenter les concepts, mais aussi bien les défis, les enjeux, les aspects positifs, les bénéfices et les limites du travail collaboratif, je vais beaucoup me référer à ces études. Donc, dans ce travail, il est important de souligner un autre aspect qui peut-être c'est la seule faiblesse de ce travail, c'est qu'il ne prend pas en compte les écrits en langue française. Comme toutes les synthèses, c'est toujours les écrits en anglais qui ont été publiés, qu'on retrouve dans les grandes bases de données comme ERIC et autres. Bref, ces auteurs ont remarqué, comme j'avais mentionné au début de ma présentation, que plusieurs thèmes sont utilisés par les chercheurs dans les études en éducation pour désigner les différentes formes de travail collaboratif.
Ces termes sont parfois interchangeables. De plus, comme l'a été aussi dit, ils aussi s'appuient sur différents courants au cadre théorique, ce qui mène à parfois des ambiguïtés. Les termes les plus courants qui ont été identifiés sont d'abord équipe ou team, 52 fois, collaboration enseignante 13 fois, communauté de pratique 5, communauté d'apprentissage 6, suivi d'autres, réseau, département, groupe, pratique collaborative, interaction, etc. De façon surprenante, bien qu'équipe apparaît dans un nombre important des travaux, ce mot n'est pas mieux défini, car il envoie autant à des groupes de professeurs dans une école qui peuvent travailler ou non ensemble, qu'à un groupe d'enseignants dans une situation d'interdépendance qui interagissent entre eux, partagent des tâches, des responsabilités, des objectifs communs et des valeurs. Quant à la collaboration enseignante, sa principale caractéristique réside dans l'articulation des tâches, y compris le travail et la réflexion conjointe à des fins professionnelles. Déjà dans les années 80, Lito conceptualisait cette définition en fonction du degré d'interdépendance entre les enseignants, allant des narratives au travail conjoint. Par ailleurs, d'autres acteurs, y inclus certains francophones, vont distinguer la collaboration de la coopération. Cette dernière consiste à diviser le travail, à combiner le résultat final des parties dans un tout, au fond d'atteindre un résultat, un objectif final. Pendant que dans la collaboration, les partenaires réalisent tous les travaux ensemble. D'autres vont distinguer la collaboration de la collégialité. Ils définissent cette dernière comme une valeur. Donc ça, on pense toujours à Graves. En ce sens, elle sera possible de distinguer une culture de collaboration qui est perçue comme valable, agréable, productive et endogène pour les enseignants, ou une collaboration forcée, exogène, imposée par une direction, une administration, une collaboration de type top-down. Notre concept qui est apparu, qui sont par l'auteur, plus tard seront traités de manière interchangeable, sont les concepts des communautés de pratique et les communautés d'apprentissage professionnel. Ces termes sont interchangeables dans les études. Certains auteurs distinguent coop des CAP. Ils considèrent la CAP comme un sous-ensemble de la coop. Je sais même qu'en Ontario, il y a des groupes ici aussi, il y a des groupes comités de pratique, comités d'apprentissage professionnel. D'autres vont s'appuyer sur ces définitions plus anciennes, comme celles d'Evan Marnin et Bartley, pour définir COP comme un groupe de personnes dans une école qui fait un travail commun, partage dans une certaine mesure un ensemble de valeurs, de normes, d'orientation, un rapport à l'enseignement, les élèves et la scolarisation, et fonctionne en collaboration avec des structures qui favorisent l'interdépendance. D'autres s'appuieront carrément sur Wenger, Lev et Wenger, pour définir une communauté de pratiques axées sur l'engagement mutuel, l'entreprise commune et les répertoires partagés. Et pour définir une CAP, certains vont s'appuyer sur une qui soutient qu'une communauté d'apprentissage professionnel comme étant composée des groupes d'enseignants qui partagent et critiquent et remettent en question leurs pratiques de façon continue, réfléchie, collaborative et axée sur l'apprentissage pour promouvoir la croissance des élèves et la croissance des propres enseignants. Cette dernière définition est très proche de celle que peut-être vous connaissez très bien, de Leclerc, pour qui ils existent très CAP, c'est Martine Leclerc. Des CAP qui sont des regroupements ou des organisations stables d'enseignants qui s'y rencontrent pour échanger sur les pratiques. L'objectif, c'est soutenir et améliorer leurs pratiques et compétences. Des CAP qui regroupent des enseignants qui collaborent durant un temps limité afin d'accomplir une tâche collaborative sur un problème spécifique. Enfin, l'objectif, c'est résoudre les problèmes, améliorer les pratiques. Des CAP officialisés basés sur le leadership de la direction qui regroupent des enseignants pour favoriser l'apprentissage et la réussite des élèves. L'objectif, accroître la réussite des élèves dans l'établissement. Enfin, en cherchant à résumer les idées de cette métasynthèse au propos des concepts, tout ce qui distingue ces définitions les unes des autres est la consistance ou la teneur du lien qui réunit ces personnes. Des objectifs communs, dont une centration sur les besoins des élèves et sur la quête d'amélioration de la pratique, les relations d'interdépendance, les partages des ressources et des savoirs, la stabilité ou les continuums de ces relations dans le temps, les l'hiver brut ou l'imposition.
Von Grequin, c'est la métasynthèse sur laquelle j'aimerais faire, et ses collaborateurs, ils insistent ainsi sur 3 points. Les structures, les continuums et la profondeur des collaborations. Pour eux, les structures veut dire que les enseignants, dans un même niveau, collaborent ensemble, ou des cycles différents travaillent ensemble, dans les mêmes cycles. En fait, la structure renvoie à l'organisation des cycles, aux disciplines, aux interdisciplinaires, comment s'organise la CAP. Les continuums, bien sûr, se réfèrent aux possibilités qui sont identifiées dans le sens de l'interdépendance, qui va des liens qui sont plus ténus à des liens qui sont plus soutenus. La profondeur, elle est identifiée, elle a été constatée dans les études par rapport à plusieurs dimensions du travail, mais notamment le fait que certaines CAP tendent à collaborer sur des dimensions plus superficielles, sur des dimensions plus pratico-pratiques du métier et sans rentrer ou remettre en question des questions plus profondes liées à la vision didactique, au pédagogique de l'enseignement, ou la philosophie de l'enseignement, ou les orientations, ou les problèmes à partager. Parfois par crainte ou parce qu'il n'existe pas assez de confiance pour que les participants se sentent à l'aise de partager leurs difficultés ou leurs réflexions, ou bien parce qu'ils ont peur de perdre leur autonomie ou de voir contraindre leur espace, leur marge de manœuvre. Nous reviendrons sur ces points en présentant les bénéfices et inconvénients de la collaboration, des approches collaboratives. Ayant présenté certains de ces concepts pour définir ces différentes formes de travail collaboratif chez les enseignants, passons donc aux bénéfices et aux inconvénients. Afin de présenter les inconvénients et les bénéfices, je exposerai une série de tableaux. En fait, je présenterai 3 tableaux qui sont des synthèses faites par moi-même, mais ces synthèses-là, bien entendu, sont des synthèses de la synthèse qui a été présentée par les auteurs, avec des tableaux qui sont beaucoup plus complexes. Et moi-même, j'ai essayé de faire des recoupements pour rendre ça plus facile à vous montrer. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous laisser à peu près une demi-minute, mais je vais y revenir dans ma présentation. Donc, les premiers tableaux parlent des bénéfices. Vous avez vu comment elle avait identifié des types de collaboration, équipes, des concepts comme équipe, communauté de pratique, communauté professionnelle. Et aussi, ils avaient identifié la collaboration comme l'un des concepts utilisés. Ces 3 tableaux, les premiers, bien sûr, en rapport avec tous les écrits pour qui les concepts qui étaient mis en évidence étaient équipes. Le deuxième tableau, c'est les communautés d'apprentissage ou les communautés de pratique qui sont travaillées ensemble. Et le troisième tableau, c'est sur la collaboration. Un autre aspect intéressant, c'est que dans ces 3 tableaux, je vous présente le deuxième. Dans ces 3 tableaux, vous avez vu, il y a des avantages et bénéfices pour les élèves, pour les enseignants et pour l'organisation scolaire. Je vais revenir après. Ça, c'est les derniers sur la collaboration. Or, qu'est-ce qui ressort de ces tableaux? Je vais revenir au prévu, si vous me permettez. D'entrée du jeu, on voit que les bénéfices pour les enseignants ne sont pas négligeables, mais que les formes de travail collaboratif, qu'elles soient en équipe, en collaboration, en CAP, apportent également des bénéfices pour l'organisation et pour les élèves. Pour ces derniers, le travail enseignant collaboratif va contribuer à améliorer leur performance ou rendement à l'école, leur compréhension ici même, leur compréhension, leur apprentissage en général. Ce constat n'est pas différent d'autres résultats retrouvés ici même au Québec. Dans une synthèse réalisée par Matatal, si je prononce bien, et Power en Ontario, sur l'impact des CAP sur les élèves ayant des besoins, des troubles d'apprentissage, ils ont répertorié 10 études qui mettaient en évidence justement les améliorations en mathématiques, en lecture, en art, en communication, une amélioration de l'autonomie, de la fierté, de la persévérance des élèves.
On fait aussi des constats similaires dans les études menées par l'Éclair, 2 études qu'elle a développées en Ontario ou au Québec, qui ont fait des constats similaires par rapport à des groupes d'élèves des écoles défavorisées et de l'enseignement professionnel en adaptation scolaire, ici issus de 5 communautés d'apprentissage professionnel impliquant 60 enseignants, visant le développement de la littératie et de la numératie chez les élèves. Pour les enseignants, le travail enseignant collaboratif en équipe a aussi un effet. Augmenter leur motivation, leur morale, leurs habiletés numériques, la communication, diminuer la charge de travail, à contribuer aux innovations, au développement professionnel, aux occasions d'apprentissage, à diminuer l'isolement et à augmenter les stratégies centrées sur les apprentissages des élèves. Il y a aussi à contribuer à l'amélioration du leadership des enseignants. Pour l'organisation scolaire, les besoins sont aussi importants, autant pour la prise de conscience que pour l'instauration du changement d'une culture d'isolement vers une culture de collaboration et une réduction du pouvoir au profit des rapports plus égalitaires. Il s'ajoute dans les CAP une valorisation de l'enquête sur les pratiques enseignantes, sur les besoins des élèves, ou un engagement dans la réflexion collective et dans la justice sociale. Il y a d'autres bénéfices, je vais sauter cette partie, mais sont similaires, qui sont présentés. Je vais mentionner seulement un, qui c'est dans le réseau d'enseignants denses, il y a une augmentation de l'efficacité collective, il y a une augmentation de la perception, du sentiment des participants et des enseignants dans la prise de décision, une amélioration des pratiques, une sensibilisation aux problèmes des élèves. On va passer aux facteurs qui influent, les inconvénients. On va passer aux inconvénients d'abord. Désolée. Les inconvénients. Vous avez bien déjà imaginé, supposé que les inconvénients ou les conséquences négatives, comme mentionnent les auteurs, sont tous les aspects qui contrarient les aspects précédents d'une certaine manière, mais je vais m'attarder sur certains. Il n'y a pas d'inconvénients pour les élèves, mais il y a certains pour les enseignants qui ont été mis en évidence. Les plus criants sont l'individualisme, la possible perte d'autonomie, la peur de la normalisation, l'exposition à la critique, la surcharge de travail, les contrôles, les tensions et les conflits personnels. Au sein de l'équipe et du groupe, une certaine superficialité peut s'installer en évitant d'approfondir les vrais problèmes, les risques de balkanisation, des renforcements des incompatibilités, la collégialité forcée et le développement des hiérarchies. Ce sont quelques défis négatifs de la collaboration. Ces aspects corroborent, c'est déjà souligné pour Hargreaves dans les années 90, nommé précédemment. Et aussi, c'est souligné par Lessard et Barrère en langue française, c'est-à-dire ces tensions de pouvoir ou hiérarchiques cachent ou viennent à remorque les mécanismes de centralisation des contrôles institutionnels, ministériels ou autres, ce qui empêche de véritables changements et se termine par désengager certains enseignants. Ces effets négatifs, j'ai pu constater moi-même dans certaines de mes recherches quand je voyais les enseignants avec une perte de sentiment d'authenticité, d'imposition, des contrôles, des surcharges et des pertes de temps. Quant aux facteurs qui influencent le travail collaboratif. Donc, les facteurs, les auteurs dans cette synthèse, on les regroupés en 5 facteurs. Personnel, structurel, des groupes, de processus, organisationnels. Les groupes sont les facteurs incluant les désirs, la volonté de participer, les habiletés de communication, les attitudes positives, la capacité de s'organiser, bref, l'ouverture de la personne à s'intégrer dans une forme de travail collaboratif. Les structurels sont très importants parce qu'ils ont trait tous les facteurs structurels qui soutiennent les CAP, ou les communautés d'apprentissage, ou la collaboration, ou les équipes. Les temps, l'aménagement des horaires, la régulation du temps, les disponibilités ou mises en disponibilité des temps pour collaborer, les cycles des temps, les temps partagés pour soutenir le travail collaboratif et pour permettre aux équipes de travailler ensemble. Les groupes, à trait aux caractéristiques du groupe. Parfois, il y a des incompatibilités qui sont difficiles à arrimer. La taille du groupe, l'homogénéité ou la diversité du groupe. L'équilibre ou les déséquilibres du groupe.
Enfin, un certain déséquilibre est nécessaire parce qu'il y a toujours un équilibre. Si tout le monde pense de la même manière, peut-être que la CAP n'avancera pas. Et un bon conflit cognitif parfois est intéressant, mais il faut l'équilibrer. L'équilibre entre jeunes et expérimentés, les novices expérimentés, entre hommes et femmes. Les processus, bien sûr, a trait au processus quant à la centration des besoins sur les besoins des élèves, des pratiques des salles de classe, des stratégies d'enseignement, l'autonomie, l'apprentissage, la collaboration en groupe. Et ce sont ces processus qui vont avoir un impact sur les sentiments d'appartenance à une communauté en travail collaboratif. Quand il y a une direction claire quant au but, des buts qui ont été partagés et décidés conjointement. Bref, un engagement mutuel vers des buts décidés conjointement à partir d'une enquête, d'une réflexion conjointe, appuyée sur les besoins des élèves ou des enseignants, identifiés collectivement dans les processus par l'ensemble des membres du groupe, de la communauté ou de l'équipe qui collabore. Les éléments organisationnels ou de guidance, bien sûr, ont trait aux caractéristiques organisationnelles, au leadership, à la gouvernance scolaire qui soutient la culture de collaboration, à la philosophie qui soutient cette culture à l'intérieur de l'organisation. La guidance, bien sûr, a trait à toutes les formes de soutien, des formations, d'accompagnement, y inclut celles des paliers plus proches de l'école au plus haut, pour soutenir le travail collaboratif, les rétroactions, et pour autonomiser les groupes et donner les pouvoirs d'action au groupe. Quant aux facteurs qui nouent la CAP, ou les communautés d'apprentissage, ou les formes de travail collaboratif, et qui empêchent la collaboration. Les facteurs qui empêchent sont aussi classifiés selon les 5 catégories dont j'ai mentionné pour ceux qui contribuent. La personnalité, ça revient à la personne. Certaines personnes ont des difficultés à communiquer, la crainte du conflit, l'exposition, la gêne, l'investissement trop élevé, trop d'efforts consacrés, une philosophie divergente. Ce sont des éléments auxquels on doit faire face. Les facteurs de groupe, parfois la grande hétérogénéité, ça peut être une personnalité incompatible, un leadership qui prend toute la position, toute la place, empêche l'équipe de participer. Des conflits d'opposition, des idées, des buts divergents et parfois la balkanisation. Les facteurs structurels, et là c'est un facteur qui est extrêmement important, qui apparaît dans toutes les études de façon importante, les temps, les manques de temps, la surcharge, les temps jugés mal exploités à l'intérieur de la collaboration, les sentiments de régulation du temps, les grilles d'horaire surchargées qui empêchent le temps pour le collaborer, la pression du travail qui devient trop importante à l'égard du temps. Les facteurs liés au processus, notamment en rapport au pouvoir décisionnel et au partage de leadership et des décisions dans la CAP. Et finalement, les facteurs organisationnels et la guidance. Donc, si à l'intérieur de la culture, de la philosophie qui a été instaurée, il y a une culture plus d'individualisme, top-down qui est instaurée, c'est un facteur qui peut nuire à une CAP. Ou des normes professionnelles, ou un manquement d'accompagnement, un manque de rétroaction, ou des soutiens et d'encouragement qui soient clairs. Et du point de vue organisationnel et structurel, ça peut nuire aussi. Je vais terminer donc avec quelques pistes de réflexion. J'ai oublié, c'était les 5. Je vais terminer avec quelques pistes de réflexion en 2 points. Commençons avec les éléments issus de ma propre expérience et éclairés un peu par ces lectures. En fait, plusieurs éléments, j'ai conclu, plusieurs éléments pourraient être retirés comme piste de réflexion. Je m'attarderai sur 4 éléments qui n'ont pas été nécessairement traités dans ces synthèses à ma surprise. Et qui, moi, je l'ai vécu moi-même et j'ai pu exploiter dans un article que j'ai écrit en 2015 sur la collaboration et sur mes expériences en communauté de pratique. Sur celle qui a duré 3 ans avec les anciens d'éducation physique et celle qui a duré 4 ans. Un premier aspect vise les rôles des participants. Je vais arriver au temps, ce sera les 4e. Tout au long de ma démarche collaborative dans mon groupe en éducation physique ou dans la CAP avec les enseignants débutants, les rôles des participants ont toujours été un questionnement au long de la démarche collaborative. Dans ces 2 projets, tout en considérant quelques différences, plusieurs décisions ont été prises par l'ensemble des participants conjointement. Comme dans les premiers projets, des décisions impliquaient l'analyse des besoins, la quête des solutions.
Il était fondamental que les initiatives et les décisions partaient des participants. Les rôles des chercheurs, ils jouaient un rôle des responsables de planification, des catalyseurs, des facilitateurs de l'action, co-concepteurs des tâches ou stratégies d'amélioration, de remédiation, observateurs, rédacteurs de rapports, de synthèses, etc. Quant au rôle des enseignants, il pouvait prendre différentes formes allant d'une véritable collaboration, une implication dans toutes ces tâches déjà nommées avec les chercheurs, à une participation plus restreinte. À plusieurs moments, cependant, les enseignants semblaient avoir besoin d'avoir des guides, des orientations claires, de les prendre dans la main, des directives. Ils considéraient lourd cet investissement dans les processus des projets adaptés à leurs besoins et à leur milieu scolaire. Il semble que les formes de travail collaboratif, les rôles de chacun dans ces cas, selon mon expérience, doivent toujours s'y redéfinir et s'y définir dans un processus de rétroalimentation selon les forces de chacun et dans la communauté qui gagne force et confiance et avance. Mais ce n'est pas un travail simple de partager ces rôles. Le deuxième point, bien entendu, lié au premier, c'est la collaboration entre chercheurs et praticiens. La collaboration entre chercheurs et praticiens est la clé de la réussite de plusieurs projets, dont ceux de recherche-action, comme c'était le cas les nôtres, qui c'était un projet, une CAP, axé sur la recherche-action-formation. Cependant, lorsque les enseignants dans les projets d'éducation physique ont eu besoin et ont éprouvé des difficultés dans leurs écoles, ils n'ont pas eu les réflexes de chercher de l'aide auprès de leurs partenaires ou d'autres participants ou des chercheurs, et on était tous connectés en réseau, etc. Tandis que dans la CAP Savoir, avec les débutants, les échanges de collaboration se sont faits presque immédiatement par courriel, dans les rencontres, par téléphone, bref. La manière de collaborer est différente selon les besoins, selon les degrés peut-être de confiance. Et on se demandait si dans ces formes de collaboration, des enseignants peut-être plus expérimentés se sentaient peut-être gênés de demander de l'aide ou lorsqu'ils faisaient face à des conflits dans leurs écoles, s'ils se sentaient impuissants, ils ne voyaient pas une possibilité d'échange entre ses partenaires et avec les chercheurs. Donc, comment définir les parts de collaboration à travers d'une communauté qui souhaite être collaborative? Le troisième en lien avec les savoirs co-construits entre chercheurs et praticiens, entre praticiens à l'intérieur de ces communautés. Nos activités dans ces deux cas, sans doute, ont été réfléchissantes, irréfléchies pour prendre une expression de Mertler et Charles. C'est-à-dire qu'elles ont mis en branle une réflexion individuelle et collective sur les pratiques enseignantes et sur le développement de leurs compétences professionnelles et celles de leurs élèves. Cependant, ont-elles rendu possible la co-construction du savoir? Si oui, de quelle nature sont-ils? De plus, jusqu'à quel point les connaissances mobilisées pendant et surtout après les rencontres des communautés d'apprentissage, de collaboration, etc., sont-elles devenues ces connaissances pertinentes, utiles, viables aux yeux des enseignants, échappant aux formes traditionnelles de perfectionnement, où les connaissances sont transmises par les chercheurs et sont consommées par les praticiens? C'est toujours une question qu'on se pose. Et à long terme, ce qui reste de ces communautés. Enfin, le quatrième point renvoie à la question du temps et de la temporalité. On a beaucoup parlé du temps entre nous. Dans les recherches, le temps apparaît avec l'un des éléments qui peut nuire une CAP, la surcharge, le temps qui n'est pas bien partagé, le fait de sortir de la classe partagée avec les collègues, les manques de temps, et j'en passe. Mais il y a une autre dimension du temps que j'aimerais aborder. Dans les différents projets, nous nous sommes rendus compte rapidement que la flexibilité évoquée par les chercheurs dans les recherches sur comment travailler en collaboration, ainsi que la non-linéarité mentionnée par Roy et Prévost au sujet des recherches-actions, recherches collaboratives, caractérisaient ces processus des communautés d'apprentissage apprenantes ou ces formes collaboratives, en influant temporalement l'ensemble des actions de tous les participants. Je vais vous mentionner quelques-uns. En fait, en s'inscrivant dans un processus flexible et itératif où la réflexion est au cœur de tous, cycle, planification, action, observation et planification, des activités proposées dans le cadre du projet EPS ont pris plus de temps que prévu. Les temps de maturation des uns et des autres dans les propres processus réflexifs, les temps pour concevoir des outils ou pour trouver des moyens viables, pour mettre sur pied un projet,
Les temps pour lire, les temps pour s'approprier des résultats de recherche, souvent à la charge des chercheurs, les temps pour convaincre ses collègues à l'école et même ses directions qui initialement avaient approuvé le projet, les temps pour tester les stratégies, les temps et des outils en classe pour bâtir et valider, voir l'impact sur les élèves, et encore les temps des chercheurs qui accompagnaient les projets, qui parfois sont pris dans des contraintes budgétaires, des délais de temps, des développements de projets, et j'en passe. Donc, tout ceci me fait comprendre que les enjeux du temps sont plus importants que les temps du partage ou les temps pour collaborer ou les temps pour trouver une place pour se rencontrer ou pour faire la place à la forme collaborative. Mais il y a la temporalité du processus, de la réflexion, de la maturité de l'équipe qui est différente pour les uns et pour les autres. En conclusion, je terminerai avec deux petites questions, enfin 4. Le temps est écoulé, mais je peux les présenter les 4 questions. Je vous laisserai ces questions en réflexion et on pourrait échanger. En considérant les formes collaboratives au travail, commencent à peine à être étudiées, voire évaluées, les études s'y penchent souvent sur les perceptions des enseignants. Or, il y a question de se poser aussi des questions sur les apprentissages des élèves. Et messieurs les sœurs m'apprennent qu'il y a des évaluations qui sont en cours sur les communautés d'apprentissage qui ont été mises sur pied ici à Québec. Donc, la question à se poser, ou les 4 questions à se poser seraient les suivantes. Ces formes collaboratives du travail constituent-elles une évolution, voire une révolution dans la pratique enseignante? De quelle ampleur et avec quelle profondeur? Ont-elles vraiment un impact sur la réussite des élèves? Comment mesure-t-on? Dans ces recherches, il y a tous les sortes d'études que j'ai analysées, méthodes quantitatives, qualitatives, P-test, PORT-test, il y a plusieurs, mais il faut trouver des manières plus à long terme, longitudinales, parce que parfois un projet termine, on évalue où c'est le succès. Et à long terme, qu'est-ce qui reste? Enfin, comment assurer que la collaboration s'y fasse dans les espaces de travail, dans un temps rémunéré, consacré au travail à la fois auprès des enseignants et autres à la fois auprès des élèves? Comment soutenir des projets collectifs, des données, des innovations, des ressources de tout ordre et un flux technologique qui vise ultimement à améliorer la réussite des élèves tout en contribuant au développement professionnel des enseignants? Autant de questions sur la collaboration et sur les temps qui, j'ose espérer, seront approfondies et répandues dans les réflexions menées dans le cadre de ces colloques, des différents ateliers ici aujourd'hui. Merci. Je vais juste dire 2 minutes seulement que vous avez maintenant une période de questions d'environ 15 minutes. Et je rappelle simplement à ceux qui sont en web diffusion qu'ils ont la possibilité dans leur espace de clavardage de poser aussi leurs questions que moi, je présenterai à la salle. Vous avez 2 micros, alors de part et d'autre du lutrin, de sorte que c'est à cet endroit que je vous inviterai à vous présenter pour poser des questions ou encore pour engager un dialogue avec celle que Mme Borges vous propose. On n'a pas trop de temps là, pour répondre aux questions quand même. C'est ça, c'est beaucoup d'informations. Alors, oui, j'ai une dame qui se dirige. Alors, madame? Claude Taillon, enseignante au secondaire. Vous n'avez jamais, dans votre conférence, mentionné qu'il y avait des différences entre les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire. Parce que moi, j'en vois, mais je ne sais pas si vous pourriez... Oui, il y en a. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Il y en a beaucoup. Et même, j'ai pu constater dans mes recherches, il y en a des différences. C'est sûr que toutes les études montrent qu'il y a toujours une difficulté due à la manière comme l'école secondaire a évolué, a été fondée sous la base des départements ou des disciplines, des matières, des disciplines qui forment déjà un groupe. Et quand je fais déjà ma recherche sur la réforme enseignante, c'est apparu clairement, il y a une grande difficulté, et surtout dans les CAP plus récentes, dans celles où on a suivi des enseignants du primaire et du secondaire, et aussi dans la CAP en éducation physique, où il y avait des enseignants du primaire et du secondaire. Au primaire, il semble que la collaboration par les structures de l'école primaire, elle est plus facile à faire. Il y a déjà comme une culture à collaboration, mais elle commence par exemple à se faire à l'intérieur des cycles, mais aussi
dans les cycles premier, deuxième et troisième, donc ce qu'on appelait la collaboration verticale. Et même dans les études, la métasynthèse montre toujours qu'il y a plus de collaboration, plus d'éléments de collaboration au primaire. Tandis qu'au secondaire, il y a la barrière disciplinaire, il y a toute une culture disciplinaire qui parfois est très forte, dépendamment du pays, dépendamment de la culture des matières scolaires aussi. Et cette culture disciplinaire, parfois, elle empêche les enseignants de voir autrement. Mais je vois aussi qu'il y a une évolution parce que de plus en plus, il y a des projets interdisciplinaires entre enseignants qui voient des connexions, des chevauchements qui permettent d'avancer ensemble. Il y a un autre élément des matières scolaires, je trouve que c'est la culture des formes d'approprier les connaissances aussi qui est différente, qui peut-être, parfois, ça peut être aussi un défi. On n'apprend pas mathématiques de la même fois que j'apprends l'éducation physique ou les arts ou l'histoire. Donc, il y a une culture aussi sur comment on s'approche, on s'approprie les connaissances, comment on produit les connaissances, qu'on peut incarner dans notre manière d'être enseignant. Et quand on travaille dans des projets collaboratifs, même si on vise les élèves, qui sont au profit des élèves, il faut composer avec ces manières de faire. Donc, les dialogues, parfois, est parfois un peu plus laborieux, mais pas inexistant. Bonjour. Moi, je suis aussi directrice au secondaire. Je comprends les problématiques du secondaire. Par contre, je me posais la question en vous écoutant, parce que vous ciblez très bien les problématiques au niveau collaboratif. Est-ce qu'on ne devrait pas l'aborder autrement que de façon structurelle, par exemple au secondaire, un peu du type des problèmes, des modèles écologiques, parce que les modèles écologiques nous permettent d'inclure du périscolaire. Peut-être que si on adressait des problématiques et qu'on mettait des communautés autour de Oui. ça serait plus facile parce qu'on serait moins dans le structurel. Je me suis posé la question parce qu'on l'a fait, nous, pour l'éducation à la sexualité. Mais je me demandais si finalement, ça ne serait pas des solutions à des problèmes qui peuvent être réglés seulement dans 100 ans actuellement au niveau du ministère de l'Éducation. Oh. Je vous laisse. Je suis pas au ministère, mais moi, je trouve qu'il y a des manières. Oui, je pense que c'est une possibilité. On peut travailler par des problématiques transversales. Déjà, quand les enseignants enseignaient la réforme scolaire, qu'ils implantaient, je me souviens que Claude et moi, on avait suivi des écoles pilotes. Il y avait des processus vraiment magnifiques qui étaient mis en place par des enseignants du secondaire qui travaillaient sur des problématiques plus larges, comme la sexualité, la santé. Il y a vraiment des problématiques où les enseignants du secondaire travaillent ensemble, où les contenus, les matières, disciplines étaient mis au profit pour éclairer, résoudre, comprendre un problème et faire évoluer les élèves. Mais je vais vous dire qu'il y a toujours des petites difficultés qui sont liées, par exemple, à la structure même. Un enseignant du secondaire voit beaucoup plus d'élèves qu'un enseignant de primaire, donc il y a toujours une surcharge. Donc, c'est nécessaire d'avoir une articulation possible pour éviter que ça devienne une surcharge de travail. Et au contraire, quand on planifie ensemble, quand on fait des choses ensemble, avec les temps, cette surcharge diminue. Peut-être au début, c'est un peu surchargé, penser sur l'écologie ou la santé, faire un projet ensemble, parce qu'il faut tout bâtir, bien qu'il y a beaucoup de matériel aujourd'hui. Mais il faut après accompagner avec des structures. Et moi, ce que j'ai vu dans ces écoles, il y a des écoles qui font des aménagements dans la grille horaire pour permettre, dans une journée, libérer les élèves plus tôt, parce qu'ils sont travaillés jusqu'à plus tard dans d'autres journées. Et là, les enseignants travaillent ensemble. Ou parfois, les élèves sont dans des projets à la bibliothèque et les enseignants sont à part pour développer l'appui, l'accompagnement. Donc, il faut bouger un peu avec les structures scolaires. Récemment, je n'ai pas eu le temps de vous apporter ça, sinon ce serait une autre conférence. J'ai commencé à chercher, j'ai cherché aux États-Unis, au Michigan, il y a un centre qui s'appelle l'expansion du temps, je ne me souviens plus les titres, mais j'ai même acheté des livres, téléchargé du matériel très intéressant sous différentes formes d'aménagement du temps scolaire pour permettre plus de temps avec les élèves, plus de temps avec les élèves à l'école et plus de temps pour les enseignants travailler sur des difficultés ou sur des projets des élèves. Donc, il y a plusieurs États aux États-Unis, dont Michigan, qui sont en train de travailler. C'est un centre dédié justement à la problématique du temps scolaire pour permettre cet aménagement. Donc, moi, je trouve qu'il y a des possibilités, mais il faut sortir un peu de sa discipline pour pouvoir y arriver. Est-ce que vos références vont être disponibles pour qu'on puisse... Oui.
Merci, Cécilia, de ta belle synthèse des écrits. J'ai une question assez banale et assez précise, mais dans la littérature anglo-saxonne, quand on réfère à des communautés de pratique ou à des communautés d'apprentissage professionnel, concrètement, on réfère à quoi? Ma question, c'est, est-ce que c'est des groupes d'enseignants? Est-ce que c'est des groupes d'enseignants avec un conseiller pédagogique, une direction d'école? Est-ce que ça se passe dans une école ou dans un département d'école secondaire? Est-ce que c'est un réseau dans une commission scolaire? En d'autres termes, le degré d'ouverture et de fermeture de ces communautés-là, quel est-il concrètement dans l'ensemble des écrits? Parce qu'on pourrait longtemps discuter, puis moi je trouve que c'est une question intéressante, sur le bénéfice de faire des communautés intercatégories Oui. versus uniquement entre enseignants ou entre conseillers pédagogiques ou entre directeurs d'école. Il me semble qu'il y a un bénéfice évident, même s'il y a probablement un prix à payer en termes de complexité puis en termes de temps pour créer un sens partagé. Mais c'est un peu ça ma question. Est-ce que dans la littérature que tu as regardée, essentiellement, on est dans de l'intercatégoriel ou bien si on est dans Il y a de tout. l'uni? Il y a de tout. C'est pour ça que c'est complexe. C'est pour ça que dans la métasynthèse, et moi, je suis allée voir les écrits francophones parce que les défauts de la métasynthèse et des méta-analyses, c'est qu'ils n'incluent pas les travaux francophones. Je trouve du côté francophone, en Europe et même ici au Québec, on a beaucoup de choses intéressantes. Donc, il y en a de tout. Il y a des groupes d'enseignants d'une même discipline. Il y a des groupes d'enseignants de différentes disciplines, là, notamment au secondaire. Il y a des groupes d'enseignants avec des conseillers pédagogiques ou d'autres acteurs qui viennent contribuer dépendamment du projet. Il y a des groupes qui sont extrascolaires, donc qui impliquent d'autres organismes ou d'autres associations ou des centres communautaires. Ou, par exemple, il y a des projets, j'étais en train de travailler sur un ouvrage avec des collègues où il y a des services sociaux, il y a des centres de la santé. Par exemple, l'ACAP que j'ai développé dans les chantiers 7, il impliquait deux commissions scolaires de la Gare de Montréal, donc des anciens de deux commissions scolaires, anglophones et francophones. Vous voyez, déjà, c'est deux cultures différentes. La santé publique, c'est un autre univers, et deux universités, une francophone et une anglophone, c'est deux mondes. McGill, l'Université de Montréal. Donc, il y avait tous les degrés des gens impliqués dans mon expérience, et ça a été très riche. Et en même temps, il y avait des difficultés parce qu'on avait des cultures. Seulement pour approcher l'approche en santé, au développement de la santé chez les jeunes à l'école et comment on développe ses compétences chez les élèves, déjà, entre nous, notre compréhension anglophone et francophone, ce n'était pas la même. Ça, c'était très riche, à mon avis. Et la langue, on faisait tout dans les deux langues, c'était d'autres cultures. Mais dans les écrits, j'ai vu de tout. Il y a même ceux qui vont dire que la communauté d'apprentissage professionnel a fait partie d'une communauté pratique. Dans les services de la santé, si je sors de l'éducation, il y a de plus en plus, et on appelle des communautés interprofessionnelles. Communautés de pratique interprofessionnelle parce qu'ils impliquent, en plus des professionnels du milieu, d'autres professionnels. En santé publique, j'ai un étudiant de doctorat qui fait une thèse sur, justement, la communauté de pratique avec les cadres plus de Wenger et autres, sur les approches des communautés de pratique, où il y avait des psychologues, des médecins, des gens de services sociaux et toute l'équipe qui est autour d'un patient avec les approches cliniques, approches centrées sur le patient. Et dans tous les écrits que j'ai observés, j'ai vu c'est une diversité énorme. Mais ce qui différencie, par exemple, une communauté de pratique, de la collaboration et de l'équipe, c'est souvent les degrés d'interdépendance des acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne, qui va durer dans les temps, ou quelque chose qui est ponctuel pour résoudre un problème? Est-ce que c'est quelque chose qui vise les élèves, qui a un objectif commun défini, ou quelque chose qui a été imposé? Est-ce quelque chose que se fait, c'est la collaboration, on s'échange, on travaille, tu as un examen, peut-être me passer, c'est une autre chose. La seule distinction importante que tous les auteurs ont fait, c'est de distinguer des communautés, des équipes, des collaborations, de la collaboration entre deux personnes. Alors, tout ce qui est co-enseignement, tout ce qui est team teaching, qu'on appelle, en bon français, tout ce qui est mentorat, tutorat entre deux personnes, ça est exclu de toutes les recherches. La communauté, la collaboration, l'équipe, il faut impliquer plus de deux personnes. Donc, 3, 4, 5. Elles sont interprofessionnelles ou professionnelles, dépendamment du degré du projet, du besoin qui a été identifié.
Non, je voulais seulement vous remercier. C'était un plaisir d'être ici avec vous. Merci. Alors, merci Madame Borges. Je ne suis pas allée au micro, mais je vais profiter de celui-ci pour vous dire que le Carrefour de la réussite au collégial, a sous sa responsabilité 2 communautés de pratique. Ce sont uniquement des conseillers pédagogiques, quelques enseignants, et ça représente l'ensemble des 48 collèges de la province. Alors, il y a pour ces communautés de pratique-là des éléments fort intéressants que vous nous avez proposés. La du Carrefour, il y a pour ces communautés de pratique-là des éléments fort intéressants que vous nous avez proposés dans votre présentation. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi aux participants. Merci à ceux qui sont en web diffusion. À la question qui était posée tout à l'heure, oui, les présentations vont être disponibles dans une dizaine de journées et c'est à travers l'infolettre que vous aurez cette information. Je vous invite à vous diriger à votre pause et à votre prochain atelier. Merci encore.